Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Le Sénat qui poursuit aujourd'hui l'examen du projet de loi logement de la ministre Cécile Duflot. Ce matin, les sénateurs ont voté pour la garantie universelle des loyers. Et cet après-midi, le Sénat a donné son feu vert à la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars. On va tout de suite retrouver en duplex de la tribune de presse de l'hémicycle Saveria Rojek. Alors Saveria, comment s'est passé ce vote? Oui, Delphine, en effet, le Sénat a donc voté à l'unanimité la prolongation de la trêve hivernale. C'était un amendement déposé par la sénatrice communiste Mireille Church, un amendement soutenu par la ministre du Logement Cécile Duflot et par le rapporteur de la Commission des Affaires économiques Claude Guillain. La sénatrice estime que le dispositif actuel place les locataires en situation d'inégalité devant la loi, car l'extension de la trêve était fonction des conditions climatiques locales. Elle a donc préconisé d'étendre cette trêve de 15 jours. Les expulsions locatives sont donc suspendues jusqu'au 31 mars au lieu du 15 mars actuellement. À noter, Delphine, que les associations ont salué ce vote des sénateurs. Merci beaucoup Saveria pour vos explications. Je vous propose donc tout de suite de revoir l'adoption de l'amendement de Mireille Church et on se retrouve juste après pour l'information du 24 heures Sénat. Nous arrivons à l'article 10A avec un amendement qui tombe et 4 amendements en discussion commune. Le 188 de Madame Church. 188, oui Madame. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement propose de donner une durée plus longue à la trêve hivernale des expulsions. Cette mesure inscrite dans les principes de notre droit depuis l'action de l'abbé Pierre durant l'hiver 54. En effet, le présent article prévoit l'extension de la trêve hivernale lorsque les conditions climatiques locales prévisibles justifient, par arrêté du représentant de l'État dans la région et dans la limite de la période comprise entre le 15 octobre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante. Nous estimons, je pense avec raison, que cette mesure est fragile juridiquement, en créant une inégalité devant la loi selon le lieu d'habitation. Elle est donc susceptible à nos yeux d'être déclarée inconstitutionnelle, comme le fut en son temps la loi Brottes au sujet du bonus-malus. Nous parlons en effet d'une application différenciée sur le territoire national d'un droit à valeur constitutionnelle, celui d'avoir un toit sur sa tête. Puisque la volonté politique est celle d'étendre la trêve hivernale, et nous partageons cette volonté, nous proposons par cet amendement de retirer le caractère aléatoire climatique en portant la trêve des expulsions locatives de manière générale sur la période courant du 15 octobre au 31 mars. Et je défends l'amendement de repli dans la même défense. Monsieur le Président, nous avons donc cet amendement de repli qui porte la trêve du 1er novembre au 31 mars. Toute avancée, même à petits pas, en cette matière constitue un progrès. Outre que la trêve hivernale est une mesure pour la dignité des hommes et des femmes et des familles, d'autres arguments peuvent être développés. Allonger la trêve hivernale, c'est aussi alléger le travail des services de police qui garderont leur temps pour des faits de délinquance beaucoup plus préoccupants que l'incapacité des familles les plus modestes à payer leur loyer, et permettre aux services sociaux, à notre avis, qui, au lieu de travailler dans l'urgence à trouver un hébergement précaire à une famille expulsée, se mobilisent pour son accompagnement. C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement. Merci Madame. Amendement 687 rectifié. Madame Lienemann. Monsieur Bourquin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, comme Mireille Church, par cet amendement, nous proposons d'avancer au 15 octobre de manière obligatoire la date de début de la trêve hivernale et nous pensons que cette mesure est une mesure importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces expulsions provoquent des traumatismes profonds dans les familles. C'est important pour une famille d'avoir un toit, c'est un droit de l'homme qui touche à l'humanité de la personne. Lorsqu'il y a expulsion, on doit faire en sorte que tous les recours
préalables soient épuisés, notamment les sursis, notamment les procédures amiables, les conciliations. Et vu le niveau d'exclusion sociale du moment, il est important d'allonger cette trêve hivernale. Voilà, j'ai vu que le gouvernement, et notamment Madame la ministre, préparait plusieurs milliers de places d'hébergement en plus. Et je crois qu'il faut faire nôtre l'adage, la maxime de l'abbé Pierre qui disait « Quand il n'y a plus de toit, il n'y a plus de droit ». Merci. Amendement 45 rectifié, Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, qu'à un moment donné, les décisions de justice soient exécutées, je ne sais pas très bien qui ici pourrait s'y opposer. Pour autant, effectivement, il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient les moins durement ressenties possibles. Alors qu'on envisage dans certaines conditions d'allonger la trêve hivernale, moi je n'y vois pas d'inconvénient, surtout si le critère sont des conditions météorologiques difficiles. Donc cet amendement vise simplement à supprimer les deux mots local prévisible, qui à mon avis ne servent pas à grand-chose, et la météo est une science assez inexacte. Et donc on pourrait se contenter effectivement de dire qu'en cas de conditions météorologiques particulières, on peut tout à fait décaler de 15 jours. Si, avis de la Commission, Monsieur Dillin. Alors, l'Assemblée nationale a souhaité effectivement travailler sur une prolongation de la trêve hivernale, mais sous des conditions de météo locale et prévisible, ce qui, je le reconnais, est une notion un peu floue. Oui. La Commission a pensé que, justement, on pouvait supprimer cette conditionnalité parce qu'elle est quand même très subjective, même si on prenait l'amendement de Monsieur Dallier. Donc, elle a trouvé aussi que 30 jours c'était beaucoup. Donc, elle a donné un avis défavorable à l'amendement de Mme Schorsch qui prévoit 30 jours. Et elle pense qu'il serait sage de passer à 15 jours. Et en ce qui concerne l'efficacité de ces 15 jours, elle considère que l'amendement socialiste n'est pas forcément le plus efficace. En revanche, l'amendement en fin d'hiver de Mme Schorsch paraît bien meilleur, et donc nous donnons un avis favorable à l'amendement de repli de Mme Schorsch. En ce qui concerne l'amendement de M. Dallier, il est intéressant si aucun ne passe pas, sinon il va tomber. Donc comme je souhaite que l'amendement, comme la Commission souhaite que l'amendement de Mme Schorsch passe, je suis obligé de donner un avis défavorable, mais je pense qu'il va tomber. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, c'est un sujet important. Vous l'avez dit les uns et les autres dans vos interventions, Madame Schorsch, Monsieur Bourquin. Le gouvernement se rallie à la position d'être favorable à l'amendement numéro 190 de Madame Schorsch et demande le retrait des autres amendements qui me paraît au vu de l'expérience qu'on peut retirer sur la situation qui nécessite l'allongement de la durée de la trêve, le plus pertinent, notamment en termes climatiques. Il suffit de voir à quelle date nous sommes et quel est le climat, et de comparer avec ce qui s'est passé l'année dernière de manière plus régulière. Nous pensons que l'extension de la trêve au 31 mars est une bonne décision que le gouvernement soutient. L'avis est donc favorable à l'amendement 190. Quant à l'amendement de M. Dallier, si cet amendement 190 est adopté, évidemment, ça répond à votre question. C'est d'ailleurs en partie en ayant conscience de cette difficulté d'application liée à cette question de conditions climatiques que le gouvernement soutient un amendement plus clair qui est celui de Mme Schorsch, le numéro 190. Merci. Madame Schorsch, le 188 est retiré? Oui. Il en est de même pour le 687, Monsieur Bourquin? Il est retiré. Donc je vais mettre aux voix le 190 de Madame Schorsch qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Madame Schorsch, vous voulez la parole? Vous l'avez.
Oui, Monsieur le Président, je crois que sur ces questions de trêve dite hivernale, nous devons tous ensemble progresser. Martial Bourquin l'a rappelé, c'est un traumatisme pour des familles d'être expulsées. Je pense que nous ne sommes plus tout à fait en 1954. Je comprends les deux mots, trêve hivernale, c'est complètement insupportable lorsqu'il fait très froid. Mais lorsqu'il fait chaud ou moyennement froid, c'est aussi complètement insupportable, voire traumatisant pour les familles. Donc je remercie l'avancée qui est faite aujourd'hui pour élargir les plages. Mais voyez-vous, le mot hivernal me gêne maintenant. Nous devons progresser dans nos têtes pour arriver enfin à ce qu'aucune expulsion n'ait lieu dans notre pays. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 190 de Madame Schurch. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté à l'unanimité. Donc le 45 rectifié de Monsieur Dallier tombe. Et l'article 10A est donc ainsi rédigé. Je vais mettre aux voix l'article 10B. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 10B? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 10B, un amendement 191. Madame Schurch. Oui, Monsieur le Président, nous sommes toujours dans le même sujet. Cet amendement tend à interdire toute expulsion locative lorsque le locataire n'est pas en mesure d'accéder à un autre logement par ses propres moyens et n'a pas reçu de proposition de relogement adapté. Cette disposition permettrait d'une part d'inciter à la recherche de solutions de relogement adaptées lorsqu'un ménage ne peut pas ou ne peut plus faire face au coût de son logement, et d'autre part éviter la multiplication des expulsions locatives dont nous venons de parler. Les propriétaires ne seraient pas lésés par la mesure puisque, bien évidemment, comme la loi l'indique, le refus de concours de la force publique leur permet d'obtenir une indemnisation équivalente au loyer et aux charges du logement. Ce fonds est d'ailleurs particulièrement sous-doté, Madame la Ministre, et ses crédits ont fondu au fil des années. Je vous rappelle par ailleurs, mes chers collègues, que les prescriptions internationales en termes de droit au logement, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme, directement applicables dans notre droit, ont créé l'obligation pour l'État de garantir que personne ne peut être privé de son logement en raison de conditions de ressources insuffisantes. Certains d'entre vous opposent à cette mesure la décision du Conseil constitutionnel de 1998 sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les expulsions. À cet égard, je veux clarifier ce débat. L'inconstitutionnalité d'une telle mesure n'est pas avérée. En effet, si le Conseil constitutionnel s'est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, selon lequel on ne peut soumettre l'exécution d'une décision de justice à une diligence administrative, je vous rappelle que le droit au logement a également valeur constitutionnelle devant une décision du Conseil constitutionnel de 1995. Les juges ont donc arbitré entre deux principes de même valeur en privilégiant l'un par rapport à l'autre. D'autre part, l'écriture même de cet amendement ne soumet en rien l'exécution d'une décision de justice à une diligence administrative. Elle interdit toute décision judiciaire en ce sens. De plus, il ne faut pas sous-estimer l'apport de la loi DALLO et le rôle qu'elle a confié à l'État par la voie des préfets. La question de constitutionnalité se pose donc de manière différente aujourd'hui. Depuis, la Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs sanctionné l'État chypriote pour le non-respect du droit au maintien dans un logement au nom de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le contexte juridique est donc très différent et l'inconstitutionnalité de la mesure que nous présentons n'est pas avérée. Même si nous reconnaissons que la bataille de fond reste celle de la construction de logements, notamment publics, et du pouvoir d'achat des ménages, l'adoption de cet amendement serait à notre avis un grand pas en avant en faveur de la garantie d'un droit au logement. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Madame Schurch, je crois que
sur tous les bancs, on sait que les expulsions, c'est toujours la plus mauvaise des solutions. Et je crois que vous avez reconnu tout à l'heure que, effectivement, ce projet de loi avait des avancées importantes dans la prévention des expulsions. On a voté l'article 8, qui est déjà quelque chose d'important, mais nous aurons aussi, dans les minutes ou dans les heures qui viennent, la CAPEX, etc., qui font que l'hébergement, l'accompagnement pour le logement, etc., qui font que, incontestablement, ce projet de loi concerne une belle avancée pour prévenir les expulsions. Maintenant, passer à une espèce de prohibition générale posera évidemment des problèmes juridiques. Je n'y reviens pas parce que vous les avez évoqués et je suis loin d'être spécialiste, mais je crois aussi qu'il faudrait réfléchir à des effets pervers qui pourraient être inquiétants. Donc malheureusement, pour l'instant en tous les cas, la Commission a donné un avis défavorable à votre amendement. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, comme l'a dit le rapporteur, Madame Schorsch, nous avons déjà eu cette discussion. Parce que l'expulsion, c'est la dernière extrémité. C'est la dernière extrémité, et vous avez raison de le dire, ça plonge des familles dans des situations extrêmement douloureuses. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, on est informé de cette situation au moment où, à l'issue de la procédure, il est demandé l'intervention de la force publique, dans un climat extrêmement difficile et pénible. Mais en même temps, vis-à-vis des locataires de mauvaise foi, et il en existe, nous ne pouvons pas nous interdire d'utiliser cette disposition qui permet au propriétaire de récupérer l'usage de son bien. Parce que sinon, on pourrait se trouver dans des situations, et je tiens à votre disposition certaines situations, où les locataires, si on peut les appeler des locataires, profitent de la bonne foi supposée prévue au sein de la loi de 1989, et d'un certain nombre de dispositions favorables. C'est donc tout le sens de la création de la garantie universelle, de prévenir les expulsions et d'intervenir pour éviter toutes ces expulsions qui sont socialement dramatiques et dont on ne se rend compte qu'au moment où elles interviennent, avec 18 mois d'impayés, des milliers d'euros d'impayés et une situation très bloquée. En revanche, il ne faut pas s'interdire cet outil qui permet au propriétaire, je crois, de pouvoir récupérer la jouissance de son bien quand celui-ci est occupé de manière extrêmement désagréable et de mauvaise foi. C'est une toute petite minorité, mais cette toute petite minorité existe. Donc il nous faut en même temps protéger la majorité des 10 000 expulsions chaque année. Nous devons le faire de manière résolue, avec la GUL, mais d'ores et déjà, et nous y reviendrons, avec toutes les dispositions qui permettent la saisine très tôt de la CAPEX, et une meilleure coordination de l'ensemble des interventions. Ça, c'est une évidence, mais il ne faut pas mettre fin à cette méthode ultime d'intervention qui permet, sinon qui pourrait créer des situations extrêmement bloquées. Donc voilà pourquoi la position du gouvernement est de vous demander le retrait de votre amendement, même si j'en comprends la logique théorique. Je vous le dis que de manière opérationnelle, il me semble utile de ne pas considérer que le recours à cette disposition est inenvisageable. Et sinon, l'avis du gouvernement sera défavorable. Merci. Madame Schorsch. Merci, Monsieur le Président. Je crois, Madame la Ministre, que vous n'avez pas bien lu notre amendement, puisque nous ne sommes pas encore, et je le regrette, à dire qu'il faut interdire toutes les expulsions. Mais nous disons qu'il faut interdire les expulsions pour les personnes éprouvant des difficultés particulières au regard de leur patrimoine, de l'insuffisance de leurs ressources ou leurs conditions d'existence. Donc on n'est pas dans les impayés ou dans les personnes de mauvaise foi qui ne peuvent pas faire l'objet donc d'une procédure d'expulsion. Donc voilà les personnes qui sont fléchées pour que nous puissions ensemble délibérer que ces personnes-là, éprouvant des difficultés particulières au regard de leur patrimoine et de l'insuffisance de leurs ressources, conditions d'existence, ne soient pas expulsées. Et donc ne sont pas concernées les personnes de mauvaise foi. Donc je regrette votre avis défavorable et je maintiens bien sûr mon amendement. Merci. Il est maintenu. Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Article 10, l'amendement 77 tombe. Le 193, Madame Schorsch. Oui, Monsieur le Président, par cet amendement, nous reprenons une demande des associations œuvrant dans le secteur du logement
la FNARS, le Conseil consultatif des personnes accueillies ou encore la Fondation Abbé Pierre. Donc je me fais le porte-parole de ce qu'elles nous ont expliqué et je pense que ça mérite discussion. Elles considèrent que limiter la saisine des CAPEX aux seuls bailleurs personnes morales n'apportera pas d'amélioration de la prévention des expulsions locatives dans le parc privé, là où elle est pourtant la plus nécessaire car la plus lacunaire. En effet, le présent article impose simplement aux bailleurs personnes physiques un signalement obligatoire des impayés CAPEX et non une saisine en bonne et due forme. Pourtant, de nombreux bailleurs font jouer la clause résolutoire du bail dès la constitution de l'impayé, conduisant ainsi inéluctablement à la résiliation du bail. La logique doit, à notre avis, être inversée. Le présent amendement permet ainsi d'anticiper sur le contentieux locatif et l'expulsion sans allonger les délais de procédure. Plus la situation d'un ménage est examinée en amont, mais là je crois qu'on est tous d'accord, plus elle a de chances d'évoluer. Ainsi, les démarches destinées au remboursement de la dette locative et celles destinées au relogement de l'occupant qui n'a plus les moyens de se maintenir dans ce logement pourront être engagées plus tôt qu'elles ne le sont aujourd'hui, tant au profit des occupants que du bailleur, qui recouvrira sa dette et récupérera son logement dans un délai raisonnable. En outre, le dispositif proposé par le projet de loi vise principalement les bailleurs sociaux et remplace celui prévu par les articles L353 et L442 du Code de la construction et de l'habitation supprimés par le grand II de l'article 10. Il est donc destiné à actualiser ces articles qui prévoyaient une saisine obligatoire de la commission chargée de prévenir la suspension des aides au logement 3 mois avant l'assignation. Il convient de ne pas régresser sur ce point et de préserver ce délai de 3 mois. Voilà les considérants de cet amendement dont l'adoption est attendue par les associations. Merci. Avis de la commission, Monsieur Dillin. La Commission pense qu'il faut mieux rester au système actuel, en gros, quand les personnes morales saisissent et les personnes physiques signalent, pour faire un résumé. Parce qu'on risque effectivement un engorgement pervers, si je puis dire, de la Commission. Cela dit, donc il y a un avis défavorable de la Commission. Cela dit, je pense que vous soulevez un vrai problème et je pense qu'il faudra qu'on en reparle, peut-être d'ici la navette, parce que la saisine est quand même importante, comme vous l'avez dit. Donc la Commission souhaite pour l'instant s'en tenir au texte, parce qu'il faut quand même évaluer les conséquences d'une saisine par les personnes physiques. Mais c'est vrai qu'elle va plutôt aussi dans votre sens. Mais pour l'instant, elle a donné un avis défavorable, mais souhaite en retravailler. Alors comme il y a le groupe de travail qui s'est institué, je crois que ça fera partie des thèmes de ce réflexion de ce groupe. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, ma réponse peut aller dans un champ un peu technique. Et là aussi, nous avons eu des échanges. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que la saisine de la CAPEX ne soit pas une substitution de l'assignation et qu'elle ne peut pas reposer uniquement sur le bailleur privé. Les dispositions qui existent pour les bailleurs institutionnels, enfin peuvent être des dispositions plus complexes, facilement mises en œuvre par des bailleurs institutionnels. Ça n'est pas le cas pour des personnes physiques, des bailleurs qui ont un seul bien. Donc il nous semble que le dispositif de signalement tel qu'il est prévu dans le projet de loi est équilibré parce que il permet à la fois d'avoir un signalement précoce auprès de la CAPEX, mais de ne pas entraver la procédure si la saisie de la CAPEX n'a pas été faite, ce que sous-tend votre amendement. Donc je souhaite le retrait de cet amendement et sinon j'y serai défavorable. Merci. Madame Schurch. Monsieur le Président, je pense qu'en effet, on est dans un sujet important, mais que peut-être il est prématuré de le discuter tout de suite au fond. Donc je vais le retirer en abondant et en écoutant ce que vient de me dire le rapporteur, c'est-à-dire qu'il fera l'objet d'une discussion plus approfondie au sein du groupe de travail, car je pense que les associations demandent quand même qu'on améliore la procédure. Merci. L'amendement est donc retiré. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 75, rectifié bis au sein de l'article 10.
Et je suis saisi de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier, l'amendement 75 rectifié bis, est présenté par Monsieur Dubois. Non. Ah, Monsieur Marseille, pardon. Monsieur le Président, Madame la Ministre, actuellement, l'article 1244-1 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu'à 2 ans, avec pour critère la situation du débiteur et la considération des besoins du créancier. Le texte du projet porte ce délai à 3 ans pour les délais de paiement et la suspension des procédures d'exécution prévues par l'article 1244-2, ce qui tiendra à rendre quasiment impossible tout remboursement des sommes dues et toute expulsion. C'est donc l'objet de ce présent amendement. Bien, je vous remercie, chers collègues. Qui présente le 349 rectifié, Monsieur Dallier? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Écoutez, c'est quasiment le même objet à un alinéa après, donc on va considérer qu'il est défendu. Bien. Le 573 rectifié tombe. Et il nous reste donc le 76 rectifié qui est présenté par Monsieur Dubois ou Monsieur Marseille. Il est défendu? Il est défendu. Bien. Quel est l'avis de la Commission sur ces 4 amendements? Oui, c'est initialement 4 amendements ont un point commun très net. Il s'agit de revenir sur une des avancées du projet de loi en matière de délai de paiement. Je tiens quand même à préciser que, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que c'est 3 ans au maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser entendre que le juge doit décréter 3 ans. Il peut décréter nettement moins. Deuxièmement, ça c'est sur la forme. Sur le fond, toutes les associations, ou en grande partie des associations, on l'a vu ça dans la loi sur la consommation, sont hostiles au fait de raccourcir les délais de paiement parce que ça rend l'apurement de la dette moins efficace. Donc la Commission donne un avis défavorable sur les 3 amendements qui restent, Monsieur le Président. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Exactement identique à celui du rapporteur et pour les mêmes raisons. Je n'ai pas entendu. Bien. Bien. Donc, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, donc je vais... Si... Monsieur Dubois, vous avez la parole. Madame la Ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention à la fin de la matinée quand vous avez répondu à Madame Church. Et vous lui avez finalement expliqué que l'on allait mettre en place un système solidaire, mutualiste, qu'est la GUL, et qu'à partir de là, finalement, il fallait retirer votre amendement qui était extrêmement protecteur dans le cadre de l'expulsion. Et là, si vous voulez, à travers l'amendement que nous déposons, on est, je dirais, à la limite un peu dans le même système. Moi, j'ai tendance à dire, et notre groupe l'a démontré ce matin, oui à la solidarité, oui à la mutualisation, pour faire en sorte que les locataires de bonne foi soient protégés. Mais d'un autre côté, si l'on veut que ça fonctionne, si l'on veut qu'il y ait réellement un équilibre, il faut que de l'autre côté, les droits du locataire soient, je dirais, limités. Faute de quoi, on va vers un système où le curseur est toujours placé du même côté et va déséquilibrer le système. Puisque, encore une fois, la GUL va faire en sorte que normalement, tout locataire de bonne foi qui sera dans une difficulté pour payer son loyer, on va lui régler le problème. Il ne restera donc plus, normalement, que les locataires de mauvaise foi. Ou alors, je ne comprends pas le système. Alors, oui à la mutualisation, mais non à des droits exponentiels en faveur des locataires qui seraient de mauvaise foi. Et tout le débat est sur le placement du curseur. Voilà la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Bien.
Oui, mais c'est toujours dans le même sens, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole. Oui, je crois que vous faites une erreur, monsieur Dubois, parce que ça n'est pas automatique. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais ça n'est pas automatique. Il s'agit d'une décision judiciaire. Il s'agit d'une décision judiciaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une durée de recouvrement qui soit de 3 ans. Donc, la prise de ce type de décision est de nature à permettre au bailleur d'apurer sa dette et d'être remboursé. Et d'ailleurs, si jamais le plan d'apurement décidé judiciairement n'est pas appliqué, la procédure va à son terme. C'est-à-dire que comme il ne s'agit pas d'une décision d'un accord de gré à gré, mais bien d'une décision prise par le juge, celle-ci s'impose et la rupture de cette décision conduit à l'expulsion. Ah, ça va recommencer. Donc, je pense que pour aller dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire que les impayés soient payés, il faut que la décision de justice puisse s'exécuter et pour ça, il est utile qu'elle puisse prendre une durée plus longue pour être plus efficace. Bien. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il y a quand même quelque chose de paradoxal au fait d'affirmer, et c'est une bonne chose, qu'on veut essayer de prévenir les expulsions et donc essayer de prendre le plus en amont possible les impayés. C'est le but, effectivement, des mécanismes dont nous discutons. Alors, la GUL d'un côté, et j'allais dire, vis-à-vis du secteur public, les bailleurs publics doivent effectivement mettre en place les dispositifs qui visent à prévenir, effectivement, les situations d'impayés, et de l'autre côté, à rallonger les délais de paiement. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on ne croyait pas à l'efficacité de ce dont on est en train de discuter. Voilà, donc moi, ça me paraît un peu paradoxal. Bien, donc je vais mettre aux voix donc, cet amendement 75 rectifié bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous en venons au 349 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Celui-là est parti. Et le 76 rectifié, même vote? Même vote? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 509 qui est présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, l'objectif de cet amendement est de codifier dans le Code de la construction et de l'habitation une partie des dispositions relatives au surendettement introduites par le vote de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires promulguée le 27 juillet 2013 afin d'améliorer leur lisibilité pour ce qui concerne les aides personnalisées au logement. Il s'agit donc d'une traduction des dispositions que vous avez, d'une codification des dispositions que vous avez déjà adoptées. Quel est l'avis de la Commission? La Commission donne un avis favorable à cette clarification. Je n'ai pas d'explication de vote. Je demande d'explication de vote. Bien, donc je vais mettre aux voix cet amendement numéro 509. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous en venons à deux amendements identiques à l'article 10 toujours. Le premier est présenté par Madame Schurch. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à prévenir la dégradation des incidents de paiement et les situations d'expulsion dans le parc HLM. En effet, la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 prévoit la possibilité de signer un protocole d'accord entre le bailleur et le locataire en vue de prévenir les expulsions. Et dans ce protocole, il est prévu l'engagement du locataire
à respecter le plan d'apurement de la dette, d'une part, et l'engagement du bailleur à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion si le protocole est respecté. Par cet amendement, nous proposons que soit intégré dans ce protocole l'examen par le bailleur de possibilité de proposer au locataire une permutation vers un logement plus adapté en termes de montant de loyer, tout en tenant compte, bien sûr, de la typologie du ménage. Il s'agit ainsi, vous l'aurez compris, de permettre que l'ensemble des facultés soient consacrées législativement pour permettre une résolution la plus facile et la plus amiable des litiges liés aux impayés. Il convient ainsi de permettre que l'organisme HLM ne se prive pas de la possibilité de reloger le ménage endetté dans un logement éventuellement plus petit ou plus ancien, ou en tout cas moins onéreux, pour faciliter la réduction de la dette locative existante. Un tel amendement permet également de faciliter la mobilité locative. Et je pense que c'est Monsieur Labbé donc, qui présente le 425 rectifié. Même amendement, mêmes argumentaires de défense. Donc tout simplement, cet amendement propose que soit intégrée dans ce protocole la possibilité pour le bailleur de proposer au locataire une mutation vers un logement plus adapté en termes de montant de loyer, tout en tenant compte de la spécificité de chaque ménage, et cela dans le but évidemment d'éviter au maximum les situations d'expulsion dans le parc HLM. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Alors, ces deux amendements, Mme Schurch et de M. Labbé, qui sont identiques, sont des amendements de bon sens, puisque si on veut que le débiteur règle sa dette, il ne faut pas lui donner un loyer encore plus élevé, parce que sinon ce serait complètement contre-productif. Donc l'idée qu'on essaye d'adapter un logement avec un loyer qui soit moins pesant pour les revenus du débiteur me paraît une bonne chose. Donc la Commission a donné un avis favorable aux deux. Bien. Donc, quel est l'avis de Madame la Ministre pour le Gouvernement? Oui, l'avis du gouvernement est favorable, puisque proposer une mutation, c'est-à-dire ne pas considérer que empêcher l'expulsion, c'est maintenir dans un logement, notamment dans un logement dont le niveau de loyer est manifestement inadapté au niveau de revenu du locataire, c'est une bonne solution. Donc je suis favorable à l'amendement de Madame Schurch ainsi qu'à celui de Monsieur Labbé, qui sont similaires. Bien. Pour explication de vote, Monsieur Colomba a la parole. Très franchement, je me demande pour quel lieu ou non-lieu on légifère. Est-ce qu'on légifère pour le paradis ou on légifère pour la réalité? Vous allez les mettre où, les gens? Je veux dire, on a l'impression, ça va être un peu comme pour le DALO, quoi. Au niveau des principes, c'est excellent. On ne peut pas rêver mieux. La bureaucratie mise à part. Mais dans la réalité, ça veut dire quoi? À part faire des logements, je ne vois pas ce que ce genre de disposition changera à la réalité. Monsieur Dallier, vous avez demandé la parole pour explication de vote également. Non, mais je serai moins sévère que notre collègue Colomba, mais à partir du moment où on est dans l'ordre des possibilités, à quoi cela sert-il d'inscrire cela dans la loi? Enfin, un bailleur normalement constitué peut effectivement chercher à trouver une solution en proposant aux ménages surendettés un logement plus petit avec un loyer adapté. Là, enfin, on dit que la loi est verbeuse, mais excusez-moi, on est dans les bonnes intentions, mais aujourd'hui, rien n'empêche un bailleur social de se comporter ainsi. Donc là, vous l'écrivez dans la loi. Alors si on doit mettre dans la loi tout ce que l'on peut faire et qui n'est pas interdit par la loi, à mon avis, les codes n'ont pas fini de voir... c'est-à-dire leur épaisseur augmentée. Oui, Monsieur Dubois, pour explication de vote. Président, moi, quand je lis ça, je me demande à quoi servent les commissions de prévention des expulsions dans les organismes HLM. Et je me demande si vous connaissez, le fonctionnement des commissions de prévention d'expulsion dans les organismes HLM. Est-ce que vous êtes déjà allé, dans les commissions de prévention d'expulsion des HLM? Est-ce que vous avez déjà... Mais écoutez, je m'excuse, mais quand je lis ça, je me pose vraiment la question. Parce que c'est le type de débat
qu'effectivement, je dirais, dans les commissions de prévention des expulsions des HLM, nous avons effectivement, face à une situation difficile, quel type de solution on peut apporter et ensuite quel type de logement mieux adapté on peut proposer à la famille. C'est tellement évident que, effectivement, comme M. Colomba, les bras m'en tombent. Monsieur l'abbé, vous souhaitez... Tout simplement pour y répondre, c'est que si c'est si évident et qu'on ait besoin de l'écrire, c'est qu'il y a des cas comme cela et qu'il y a nécessité de véritablement regarder pour des logements qui soient adaptés et dans l'intérêt des ménages. Et ce que je trouve regrettable sur un sujet comme ça, c'est de sentir une espèce d'agressivité là qui n'a vraiment pas lieu d'être. Madame Schurch, pour explication de vote. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est Monsieur Colomba qui parle. Et à Madame Schurch, s'il vous plaît. Oui, franchement, je pensais que c'est un amendement de bon sens. On mérite d'écrire dans la loi parce qu'on nous le demande, ça veut dire que ce n'est pas toujours aussi rose, excusez-moi. Et donc voilà, nous l'actons, nous le consacrons dans la loi, point. Et donc vous allez voter parce que c'est un amendement de bon sens, évidemment. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les amendements sont adoptés. J'en viens maintenant à l'amendement 776 qui est présenté par M. Dillin au nom de la Commission des affaires économiques. C'est un simple amendement de coordination, Monsieur le Président. Madame la Ministre, favorable. Je mets aux voix l'amendement 776 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous en venons maintenant à l'amendement 574 rectifié qui est présenté par M. Mézard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement qui est dans la ligne des amendements qui viennent d'être examinés il y a 5 minutes relatifs à l'article 1244-1 du Code civil. Là, il s'agit de remplacer le mot 3 ans par 2 ans en ce qui concerne l'application de l'article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Cet article permet au juge, qui est essentiellement le juge d'instance, en tout cas le juge civil, le plus souvent le juge d'instance et parfois le juge des référés, d'accorder des délais, dits délais de grâce, aux occupants de locaux dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais sont d'1 an renouvelables. Un amendement voté par l'Assemblée nationale, donc qui ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement, a porté ces délais à 3 ans. Et nous estimons, parce que c'est comme sur les délais de l'article 1244, il faut quand même connaître la pratique quand on est devant un tribunal d'instance et voir comment ça fonctionne. Bon. Ce n'est pas en augmentant ces délais-là que vous allez résoudre les problèmes, vous allez aggraver la situation. Il faut se mettre à la place, parce que vous vivez ça avec de grandes sociétés propriétaires de dizaines, voire de centaines d'appartements qui, effectivement, n'ont pas à être protégés. Mais le bailleur qui a un appartement qu'il loue et qui se trouve dans ces situations-là, pour lequel c'est un complément de revenu, que fait-il ensuite? Nous estimons que ce n'est pas aux propriétaires de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement dus aux banques de logements sociaux dont la construction incombe à l'État et aux collectivités. Et donc il s'agit de revenir à l'équilibre qui existait avec un délai de 2 ans qui est plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social, sachant en outre qu'il ne faut pas confondre les procédures de surendettement, les procédures de résiliation et d'expulsion et maintenant l'application de la garantie universelle de loyer. Ce sont 3 choses complémentaires mais différentes. Et on mélange systématiquement les choses.
Ce qui fait que, loin de crédibiliser le système, vous allez mettre en place des solutions qui vont mettre les bailleurs, et en particulier les bailleurs qui sont privés, qui n'ont qu'un appartement, dans des situations encore plus difficiles. Parce que quand il faut, dans ces cas-là, récupérer, là on m'expliquera comment la GUL fonctionnera, dans ces cas-là, est-ce que la GUL paiera? Je ne le crois pas, moi. Et dans ces cas-là, il faut faire quoi? Il faut faire une action devant le tribunal administratif, contre l'État, pour récupérer. Eh bien, croyez-moi, il y en a peu qui le font, et c'est particulièrement long et difficultueux pour arriver à récupérer les sommes qui sont dues aux bailleurs. Donc ce n'est pas l'équilibre. Bien. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur Dillin? Monsieur Mézard, je vous ai entendu et vous avez raison. Il y a des situations où donner un délai de 3 ans paraît complètement stupide. Mais une fois de plus, le fait d'allonger la possibilité du délai ne veut pas dire qu'il va s'appliquer dans toutes les situations parce qu'elles sont extrêmement diversifiées, Monsieur le Président Mézard. Et s'il y a des situations où 3 ans vous paraît en tous les cas complètement ahurissant, il peut y avoir des situations où 3 ans peut être une bonne solution. Simplement, laissons au juge la possibilité, c'est tout. J'ai bien compris que pour 3 ans, pour certaines situations, d'accord, je ne le nie pas. C'est simplement la loi dit, donnons cette possibilité au juge, qui la prendra ou qui la prendra pas. Donc je donne un avis défavorable. Quel est l'avis de Madame la Ministre pour le gouvernement? Identique à celui du rapporteur, Monsieur le Président. Bien. Monsieur Mézard, vous souhaitez intervenir pour explication de vote? Oui, parce que on nous dit, mais le juge aura une possibilité d'accorder des délais supplémentaires. Mais alors, dans ce cas-là, dites au juge qu'il pourra accorder tous les délais dont il a envie. Hein, à chaque fois, ce sera 3 ans. Vous mettriez en face une solution automatique pour que le bailleur puisse obtenir une compensation de ses pertes, la question serait différente. Mais vous savez, vous ne pouvez pas ignorer que la seule véritable solution dans ces cas-là, c'est de saisir le juge administratif. Et on ne veut pas le dire, parce que ici, on vit, je n'ose pas dire qu'on serait, pas ici en tout cas, mais dans ceux qui pondent ce genre de texte, chez les bisounours, la réalité judiciaire, elle est différente. Nous avons 3 types de procédures qui s'entrechoquent, et vous allez peut-être en faire d'autres. Vous avez à la fois les questions de surendettement, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois la procédure normale de résiliation, expulsion dans les tribunaux d'instance, et en plus, effectivement, dans certains cas, l'impérieuse nécessité de saisir le tribunal administratif. Mais, monsieur le rapporteur, si vous êtes le propriétaire qui n'a qu'un logement, qui est pour lui un complément de revenu ou de retraite, vous vous rendez compte de la situation. Alors si vous voulez accorder des délais supplémentaires, je dirais, aux frais de ces gens-là, eh bien, mettez en face les moyens soit d'accélérer les procédures pour récupérer les impayés, soit d'autres solutions judiciaires. Mais là, vous allez à l'encontre, vous savez, le bailleur, j'en terminerai par là, Monsieur le Président, le bailleur qui s'est fait pincer une fois de cette manière-là, croyez bien, qui préfère garder son logement vacant. Voilà la réalité de terrain. Bien, la parole est à Monsieur Dubois pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je voudrais en profiter pour remercier le Président Mézard, parce qu'il me donne l'occasion de reparler de l'amendement 75 rectifié bis, parce que c'est le même état d'esprit. C'est exactement le même état d'esprit. En tant que conseiller général, lors de mes permanences, il m'arrive de rencontrer des instituteurs, des petits employés, etc., qui sont propriétaires d'un logement et qui sont démunis quand ils se trouvent confrontés à un locataire qui ne paye pas leur loyer alors qu'eux ont un emprunt à rembourser. Et effectivement, on n'est pas face à des propriétaires de 100, 200 logements. On est face à des petits propriétaires, entre guillemets, qui ont simplement décidé d'acheter un logement pour faire en sorte, d'assurer une retraite un peu meilleure quand ils le seront en retraite. Voilà, tout simplement. Et avec les dispositifs que vous prévoyez, eh bien, vous amènerez tout simplement ces propriétaires à ne plus relouer
quand ils seront sortis de l'impasse dans laquelle vous allez les mettre, ou qui surtout n'achèteront plus de logements, n'investiront plus dans le logement. Et l'on sait tous et toutes que si les investisseurs ne sont pas au rendez-vous pour construire de nouveaux logements, nous n'atteindrons jamais les 500 000 logements et surtout, nous n'augmenterons pas l'offre de logements. C'est contre-productif, vos propositions. C'est contre-productif et déséquilibré. Monsieur Lenoir, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'excellente intervention des deux préopinants me dispense d'en dire beaucoup plus. Nous souscrivons complètement à ce que vous avez dit et c'est la raison pour laquelle le groupe UMP demande un scrutin public sur cet amendement. Bien, je n'ai pas d'autres interventions, donc je suis effectivement saisi d'une demande de scrutin public de la part du groupe UMP sur l'amendement 574 rectifié. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable et qu'il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Donc le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Donc, le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Je me vois obligé de rappeler à l'ordre, Monsieur l'ancien président du Sénat. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 26 sur l'amendement numéro 574 rectifié à l'article 10 du projet de loi. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 345. Pour l'adoption 187 contre 158. Le Sénat a adopté l'amendement. Je vais donc
mettre aux voix maintenant l'article 10 tel qu'il est amendé. Qui est pour l'article 10? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 10 est adopté. Nous en venons à l'article 11, où j'ai un amendement 701 qui est présenté par Madame Lindemann. Oui, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui est plutôt un amendement d'appel parce qu'en fait, nous observons sur le terrain un décalage entre les délais qui sont utilisés quand il y a une mesure d'expulsion ou quand on doit mettre en place une procédure d'expulsion et le fait que la commission, alors supposons même qu'à ce moment-là, on prévienne la commission DALO, elle a 6 mois pour réagir dans les décrets. Or, il y a 3 mois pour pouvoir expulser la personne. Donc la coïncidence des délais entre le déclenchement de la saisine de la commission DALO et la saisine et la mise en œuvre des expulsions ne coïncide pas. Alors on a 2 solutions. Soit, comme je l'ai proposé dans l'amendement, c'est quand même plutôt l'artillerie lourde, c'est-à-dire on suspend la mise en œuvre de l'exécution en attendant le DALO. Franchement, ce n'est pas la meilleure solution. L'autre solution, mais elle dépend quand même du ministre, puisqu'on est dans on est dans un décret, c'est de faire que pour au moins ces cas-là, les délais de la commission DALO pour statuer soient raccourcis, pour qu'on n'ait pas ce tamponnage d'échéancier. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, Madame la Ministre, je suis prête à retirer cet amendement en souhaitant que vous-même, vous puissiez nous indiquer le souci de vos services de rendre compatibles ces délais. Et d'autre part, je soutiendrai l'amendement 550 avec le groupe socialiste de Madame Schurch. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, Madame Lindemann, vous avez parlé d'artillerie lourde. La commission partage votre avis et souhaite le retrait et effectivement au bénéfice d'un ralliement au 550 que nous allons étudier, mais plus tard, parce que je crois que c'est l'article 18. Bien, Madame la Ministre, quel est votre avis sur cet amendement 701? Oui, vous avez dit l'artillerie lourde, Madame la sénatrice, donc je vous propose un vote plus léger et donc le retrait de votre amendement lourd au profit de l'amendement 550 qui vient bien plus tard dans la discussion. Bien. Madame Lindemann, retrait. Je vous remercie, l'amendement est retiré. Nous en venons maintenant à l'amendement 774 présenté par Monsieur Dillin au nom de la Commission des affaires économiques. Amendement de coordination, Monsieur le Président. Amendement de coordination, favorable. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous allons par conséquent voter sur l'article 11 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 11 est adopté. Nous passons à l'article 11 bis avec une prise de parole de Madame Schurch. Oui, Monsieur le Président, le présent article a été adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative du groupe socialiste en commission. Il vise à ce que le gouvernement remette au Parlement, avant la fin de l'année 2014, un rapport sur les modalités de calcul du montant de l'APL, prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des 3 derniers mois précédant la demande. Madame la Ministre, vous avez été favorable à cette mesure. En effet, vous avez estimé que de nombreux ménages souffraient du mode de calcul de l'APL fondé actuellement sur les revenus de l'année N-2, c'est-à-dire complètement déconnectés de la réalité de la situation. Nous souscrivons évidemment à la réalisation de ce rapport. Cependant, mes chers collègues, puisqu'il est question ici d'APL, je vois bien d'autres sujets d'inquiétude qui devraient appeler des engagements fermes de la part du gouvernement afin de clarifier sa ligne en faveur du renforcement du pouvoir d'achat. Je pense notamment à la nécessité de revenir sur la non-rétroactivité des APL adoptée lorsque la droite était au pouvoir. Nous pensons effectivement, et en partageant l'objectif du présent article, qu'il est nécessaire que les APL soient versées